Au Nigeria, Boko Haram a encore frappé dans le nord-est du pays. Le week-end écoulé, 4 soldats ont été tués dans une série d'attaques. Pendant ce temps, l'armée se félicitait d'avoir repoussé les djihadistes. Démarrage lundi à Abidjan, Côte d'Ivoire, des pourparlers pour la réforme de la commission électorale indépendante ivoirienne. La rénovation proposée est en effet contestée par l'opposition et la société civile. Blocage de l'Internet au Zimbabwe. La justice a jugé lundi illégal l'acte du gouvernement qui a par ailleurs poursuivi la répression à grande échelle de la fronde. C'est là l'essentiel à développer au cours de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Boko Haram a encore frappé dans le nord-est du Nigeria. Le week-end écoulé, 4 soldats ont été tués dans une série d'attaques coordonnées. Pendant ce temps, l'armée se félicitait d'avoir repoussé les djihadistes. Reportage. L'armée a affirmé dans un communiqué avoir réussi à vaincre les terroristes de Boko Haram qui tentaient dimanche d'attaquer une base militaire à Buniyadi, dans l'état de Yobe, au nord-est du Nigeria. Pourtant, des sources militaires ont déclaré que 4 soldats avaient également été tués à Buniyadi au cours de combats intenses avec un support aérien contre les insurgés. 2 combattants islamistes ont également été tués au cours d'opérations dans le district de Mafa, selon les autorités. La situation dans le nord-est du pays est alarmante, avec des dizaines, voire des centaines de soldats tués au cours des derniers mois par le groupe djihadiste, alors que le pays se prépare à voter pour élire un nouveau président le 16 février. Le président sortant, Muhammadu Buhari, a été élu en 2015 sur la promesse d'éradiquer le groupe. La semaine dernière, 6 soldats ont été tués lorsque des combattants de Boko Haram ont attaqué le village de Kamouya. Quelques 10 000 autres personnes ont également été contraintes de fuir après une autre attaque dans la ville reculée de Ran, près de la frontière avec le Cameroun la semaine dernière. Cette escalade de violence soulève des questions sur la manière dont des élections peuvent être organisées dans ces zones touchées où plus d'1,7 million de personnes ne peuvent toujours pas regagner leur foyer. On reste au Nigeria avec un nouvel exploit réalisé par la douane avec la saisie de plusieurs produits estimés à des centaines de millions de naira. L'unité de douane de Sémé, à cheval entre la frontière béninoise et le Nigeria, a décidé à en découdre avec les contrebandiers. Abdoulaye Issa, notre correspondant au Nigeria, pour les détails. Le service des douanes nigérien a généré des recettes de 1,9 milliard de dollars, environ 556,7 milliards de naira de janvier à juin 2018, contre 1,6 milliard de dollars, environ 486,7 milliards de naira, générés au cours de la même période en 2017. Un résultat obtenu suite à la décision du gouvernement nigérian. Ce dernier a interdit l'importation d'une quarantaine de produits en dehors des 110 autres déjà prohibés, dans le cadre de ses efforts pour protéger l'économie et l'industrie locale. Les produits prohibés sont entre autres les textiles, les meubles, les fruits frais, les matières plastiques, les chaussures pour hommes, les sacs en cuir, etc. Les articles à usage domestique comme les bicyclettes, les coutelas, les haches, les pelles, les brouettes, la viande, pâte dentifrice, crayons et huile végétale sont aussi interdits d'importation. Le Nigeria est devenu au fil des années une sorte de dépotoir pour des produits de très bon marché, mais de mauvaise qualité, en provenance du monde entier, particulièrement de l'Asie. Nous avons l'obligation d'en finir avec la contrebande. Cette situation de contrebande n'est guère profitable pour un État de droit. Nous avons le devoir et l'obligation d'en finir avec ce fléau. Et pour y parvenir, nous avons grand besoin de la population. Cette situation ne pouvant continuer, l'État a décidé d'interdire l'importation de ces produits. Le gouvernement étant conscient de ses obligations découlant des traités commerciaux signés avec l'Organisation mondiale du commerce, OMC, et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Démarrage lundi à Abidjan, Côte d'Ivoire, des pourparlers pour la réforme de la commission électorale indépendante ivoirienne. La rénovation proposée est en effet contestée par l'opposition et la société civile. La démarche entre dans le cadre de la prochaine élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire. Lundi, 17 partis politiques, dont le parti au pouvoir et les 2 principaux partis d'opposition, ont mené un premier échange de vues. Tout ceci sous la conduite du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les participants à ces échanges disent en attendre une réforme totale de la CEI pour qu'elle puisse organiser les élections en toute indépendance et toute autonomie,
sans immixtion du pouvoir exécutif. Tant le Parti démocratique de Côte d'Ivoire que le Front populaire ivoirien, les deux principales formations d'opposition, réclament une réforme de la CEI qu'ils jugent déséquilibrée en faveur du parti au pouvoir, le Rassemblement des Républicains du président Alassane Ouattara. Ce n'est pas la première fois. La Cour africaine des droits de l'homme, en 2016, saisie par une association de la société civile ivoirienne, avait également jugé que la CEI était déséquilibrée, le pouvoir étant représenté par 8 membres contre 4 pour l'opposition. Il avait alors été ordonné à la Côte d'Ivoire de la réformer. Dans le cadre des pourparlers de réforme, le gouvernement doit rencontrer jeudi les organisations de la société civile. Le climat politique est très tendu en Côte d'Ivoire depuis l'éclatement de la coalition en août. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a publié dimanche la liste officielle des 5 candidats en lice pour l'élection présidentielle du 24 février. Le chef de l'État sortant, Macky Sall, en fait partie, ce qui n'est pas le cas de ses deux principaux opposants, l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, et l'ancien ministre Karim Ouad. Ces derniers sont définitivement écartés de la course au dit scrutin. Reportage. Identique à la liste provisoire publiée le 14 janvier dernier, elle a été affichée en fin de soirée sur des panneaux disposés devant le siège du Conseil constitutionnel où attendaient plusieurs dizaines de journalistes dans un quartier résidentiel de Dakar. Outre celle de Macky Sall, le Conseil a validé comme la semaine précédente les candidatures du député Ousmane Sonko, ancien haut fonctionnaire et figure montante de l'opposition, de l'ex-ministre Idrissa Seck, d'un proche de l'ancien président Abdoulaye Wade, Madi Kenyang, et du candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement, El Hadji Sall. Les 7 sages ont sans surprise écarté les recours introduits par Karim Wade, ex-ministre et fils d'Abdoulaye Wade, et Khalifa Sall, dissident du Parti socialiste qui avait pourtant recueilli le nombre requis de parrainage, mais sont frappés par des condamnations judiciaires. Naturellement, la décision qui vient d'être rendue publique par le Conseil constitutionnel, nous la rejetons totalement, a déclaré à la presse le représentant de Khalifa Sall, Babaka Tioé Ba. Le Sénégal, qui a connu 2 alternances en 2000 et en 2012 et aucun coup d'État, fait figure de modèle de démocratie dans la région. Mais des organisations internationales et régionales, ainsi que des ONG de défense des droits de l'homme, ont dénoncé le caractère inéquitable de certains procès, notamment ceux de Karim Wade et Khalifa Sall, ou des restrictions aux libertés publiques. Le Parti démocratique sénégalais, qui a investi Karim Wade et n'a officiellement pas prévu de plan B en cas d'invalidation de sa candidature, n'a pas réagi dans l'immédiat. Au Zimbabwe, l'acte du gouvernement de priver les citoyens de l'Internet est jugé illégal par la justice. Pendant ce temps, les contestations nées de l'augmentation du prix du carburant, la répression dans ce sens se poursuit. Pour tenter de faire taire la contestation en cours au Zimbabwe, le gouvernement avait ordonné aux opérateurs téléphoniques de bloquer entièrement, puis plus partiellement, l'accès à Internet. Mais lundi, un juge a estimé cette décision illégale, indiquant devant un tribunal de Harare qu'il est évident que le ministre de la Sécurité de l'État n'avait pas l'autorité de prendre cette directive. Seul le chef de l'État a compétence en la matière, d'après le représentant de l'Organisation des avocats du Zimbabwe pour les droits de l'homme. À la suite de l'annonce le 12 janvier du doublement des prix à la pompe, la principale confédération syndicale du pays avait appelé à une grève générale de 3 jours. Le mouvement s'était traduit par une opération ville morte, des manifestations et des pillages violemment réprimés par les forces de l'ordre. Au moins 12 personnes ont été tuées la semaine dernière, selon le Forum des ONG des droits de l'homme au Zimbabwe. Jafé Moyo, leader syndical zimbabwéen, qui a soutenu une grève nationale pour protester contre la hausse du prix du carburant, a été arrêté lundi à l'aéroport international Robert Mugabe d'Harare. La 6e législature de la 4e République dans son tissu, les députés comptent en son sein un député non-voyant, Gaëtan Ahomey Zoulou, élu de la liste Union des forces pour le changement UFC de Gilles Clisson Olympio, nourrit des ambitions pour les personnes handicapées au Togo. Il s'est dit leur porte-parole à l'Assemblée nationale. Notre correspondant à Lomé, Ferdinand Gadé, lui a tendu son micro. On l'écoute. Je suis d'abord à l'Assemblée nationale en tant que citoyen togolais. Ensuite, bien sûr, ma nature est différente de celle de mes collègues députés.
je suis une personne voyante, mais ce moment, je le ressens avec solennité, avec fierté, avec gravité aussi. Gravité parce que je vis cette situation à la place des groupes auxquels je m'identifie. Les personnes handicapées, les personnes vulnérables, les personnes fragiles. C'est pour ces personnes-là que je voudrais apporter ma contribution à cette démarche qu'est la paix, la prospérité, le travail, l'équité, la justice dans notre pays. Le premier rapport sur la santé des nouveaux arrivants en Europe soulève une préoccupation vitale. L'OMS estime que le vieux continent doit garantir un meilleur accès des migrants aux services de soins. Reportage. La prise en charge des migrants nouvellement arrivés en Europe reste inégale. Contre cet état de choses, l'Organisation mondiale de la santé s'insurge. Pour le responsable du programme Migration et Santé à l'OMS Europe, l'accès aux services de santé est primordial et il urge de combler les différences. Selon le pays d'accueil et leur statut, leur accès au système de soins va d'un accès entier à aucun accès. Dans la région Europe, qui couvre 53 pays, les migrants, y compris les réfugiés, représentent 90 700 000 sur les 920 millions d'habitants, soit près de 10% de la population. Une part importante des migrants séropositifs ont contracté la maladie après leur arrivée en Europe. En outre, les nouveaux arrivants auront tendance à développer plus de maladies chroniques du fait de l'évolution de leur mode de vie et des conditions de pauvreté dans lesquelles certains d'entre eux vivent. Leurs enfants sont plus enclins au surpoids et aux maladies psychiques que la population de leur pays d'accueil, d'après le rapport de l'OMS. Un Français suspecté de trafic de drogue s'est évadé d'une prison indonésienne. Félix Dolphin, selon la police, a scié ses barreaux et s'est descendu par une fenêtre du deuxième étage à l'aide d'un sarong traditionnel. Reportage. L'évasion audacieuse de Félix Dolphin s'est déroulée dimanche soir dans un centre de détention de la police sur l'île de Lombok. Le jeune homme de 35 ans attendait son procès dans le cadre d'une possible affaire de peine de mort. Le Français a été arrêté en septembre alors qu'il transportait une valise à faux fond remplie de 4 kilos de drogue, dont de la cocaïne, de l'ecstasy et des amphétamines. Il n'était pas clair si les procureurs exécuteraient Dolphin s'il était condamné, mais l'Indonésie possède certaines des lois les plus strictes au monde en matière de drogue, notamment la peine de mort pour certains trafiquants. La police a déployé des officiers pour parcourir l'île à la recherche de Dolphin, qui, selon eux, se trouve toujours à Lombok. Plusieurs passeurs de drogue étrangers ont déjà été exécutés pour trafic de drogue. En 2017, 4 détenus étrangers se sont échappés d'une prison de Bali. 3 d'entre eux ont été capturés quelques jours plus tard, mais l'un des détenus, un Australien, est toujours en fuite. Ce sera donc tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.